l'Assemblée nationale du Gabon qui nous accueille pour ce plateau spécial et avec moi des dames qui n'ont plus rien à prouver, des noms que vous connaissez certainement, oui, au Gabon, parce qu'il y en a qui font la fierté de ce pays en termes de droits des femmes, mais aussi d'évolution de la femme gabonaise. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui nous célébrons la journée nationale de la femme gabonaise instaurée en 2015 par le président Ali Bongo Ondimba. C'est un moment d'intense plaidoyer pour améliorer la condition de la femme. Pour cette édition 2019, Gabon 24, votre chaîne, a décidé d'organiser un plateau depuis l'Assemblée nationale, lieu symbolique à plus d'un titre puisque c'est le palais du peuple. Et il y a eu des femmes ici qui ont marqué leur époque. Parmi elles, Albertine Maganga Moussavou, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir. Bienvenue dans cette maison du peuple inaugurée en 2001 par le président Omar Bongo Ondimba. Voilà, merci beaucoup. Juste à votre droite, il y a la doyenne en termes de droits de la femme au Gabon, Madame Honorine Zebitege, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Gabon 24. Et puis il y a leur jeune sœur, Madame Angélique Ngoma, jeune peut-être par l'âge, mais avec un compteur bien fourni en termes de lutte contre les violences faites aux femmes, et pas seulement. Madame Angélique Ngoma, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous et merci de nous donner la possibilité de nous exprimer ici, dans cette maison du peuple. Et je voudrais simplement dire que la décennie de la femme a été décrétée par le président Ali Bongo 2015-2025, que la journée nationale de la femme a plus de 15 ans. D'accord. C'est une journée et nous allons traiter de la question tout au long de cette émission qui est symbolique également puisque aujourd'hui nous célébrons la journée nationale et le thème choisi c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. D'entrée de jeu, je m'adresse à Madame Maganga Moussavou, vous qui nous accueillez dans ce lieu puisque vous êtes 6e secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Pouvez-vous succinctement présenter aux téléspectateurs de Gabon 24 ce lieu mythique? Eh bien, chère Madame, l'Assemblée nationale est dirigée par un organe principal qui est le bureau, avec à sa tête le président, l'honorable Faustin Boukoubi, et qui a à ses côtés 6 vice-présidents et 6 secrétaires. Donc à côté du bureau, il y a les groupes parlementaires. Vous savez que lorsque les députés arrivent à l'Assemblée nationale, ils ont le loisir de se regrouper et de former ce qu'on appelle des groupes parlementaires qui ont des bureaux dirigés par des présidents de groupes parlementaires. Et puis, en ce qui concerne le travail proprement dit de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le vote des lois, le travail se fait au sein des commissions. Actuellement, nous en avons 8. La commission des lois, la commission des finances, la commission de la santé, commission de l'environnement, commission des affaires étrangères, commission de la communication, et commission des affaires économiques. Donc nous avons 8 commissions qui donc, organisent le travail des députés en ce qui concerne leur mission première, c'est-à-dire le vote de la loi. Alors oui, on vote les lois ici, mais on remarque qu'il y a plus d'hommes depuis qu'ils votent les lois. Je vous titille un peu. Depuis 1961, on a eu Louis Bigman. En 64 jusqu'en 75, on a eu Georges Damasaleka. De 75 à 80, on a eu Paul Ngonjou, Augustin Bouma, Aristide Bourdès-Ogouligende. Pour ne citer que cela, jusqu'à aujourd'hui où on a M. Faustin Boukoubi, il n'y a jamais une femme à la tête du perchoir. Comment ça s'explique ? Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Les choses viendront en leur temps. Et je vous ai dit tout à l'heure que le président n'est pas seul. Il a à ses côtés les autres, ses collègues députés. Et ce qui compte, c'est que les femmes qui arrivent à l'Assemblée nationale s'impliquent fermement et résolument au sein des commissions pour apporter leur touche personnelle. D'accord. Mais je ne perds pas espoir. Ça va arriver. Hein. Vous voyez qu'au Sénat, il y a eu des femmes. Nous espérons que dans un proche avenir, il y aura des femmes à la tête de l'Assemblée. Est-ce que le quota de 30% annoncé par le président de la République depuis quelques années est effectif au niveau des membres des bureaux de l'Assemblée nationale ou du bureau de l'Assemblée nationale et des autres commissions? Oui, je voudrais vous dire qu'au sein du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons 3 femmes sur 15. Mais vous savez également que la dernière révision constitutionnelle a institué la parité. Ça veut dire 50%.
Donc, nous n'avons pas 30% au sein du bureau, encore moins 50%. Mais c'est les objectifs auxquels nous devons tendre, qui seront atteints avec la participation des femmes elles-mêmes. Vous savez que pour devenir membre du bureau, il faut d'abord être député, donc se faire élire. C'est en cette circonstance solennelle que je voudrais lancer un appel aux femmes pour qu'elles se mettent à l'eau, se jettent à l'eau et qu'elles viennent au moment de l'investiture des candidatures, qu'elles se présentent. La loi est là, mais il y a aussi l'équation personnelle de la femme. Pour être député, il faut être candidat. Pour être candidat, il faut le vouloir. Et donc, la balle est dans notre camp. Nous avons tout l'arsenal juridique à notre portée. C'est à nous de transformer l'essai. D'accord. Et là, vous venez de me tendre une perche. Je me retourne vers Madame Honorine Zébitegué. La femme a ce problème-là. Elle n'arrive pas à s'assumer publiquement, donc à briguer des mandats électifs comme ceux des députés. Comment ça s'explique? Vous savez que nous sommes dans la journée de la femme et le thème choisi, c'est les violences faites aux femmes. Nous y reviendrons. Ça fait partie des violences. Pourquoi? Les femmes sont capables, les femmes sont compétentes, mais elles subissent parfois le diktat de la tradition. Parce que la tradition ne connaît pas ces femmes qui sont députées, qui sont ministres, qui sont ceci ou cela. Et ça influe sur l'électorat. J'ai été longtemps à la Commission nationale électorale et à la Commission électorale nationale autonome et permanente. Donc j'ai géré les commissions électorales jusqu'aux commissions provinciales. Je peux vous dire que pour les femmes, pour ces femmes que vous voyez, ce n'est pas la joie. Mais comme elles vous l'ont dit, il faut se battre. Il faut, parce qu'on demande un peu plus aux femmes, on ne sait pas pourquoi, mais moi je dis qu'il y a des pesanteurs sur le plan culturel, sur le plan social, qui continuent à nuire à la promotion de la femme lorsqu'elle doit occuper des postes de prise de décision. Mais il y a quand même une évolution. Une évolution, on dit un seul doigt ne peut pas laver la figure. Au fur et à mesure. Les choses finiront par arriver. Et elles sont arrivées très tôt dans la vie de Madame Angélique Ngoma, puisqu'elle a occupé plusieurs fonctions au sein du gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes députée. Est-ce que aujourd'hui la femme gabonaise reflète l'image qu'elle devrait en 2019? Je voudrais dire simplement que dans le sens de la progression, il y a une forte prise de conscience. Et il est simplement demandé aussi à ce que les états-majors politiques puissent accorder un peu plus de place à ces femmes parce qu'elles font la majorité des militants des différents partis. Et comme, selon le fonctionnement de ces partis, il y a la possibilité de les former, de les encadrer, parce qu'on ne le dira jamais assez, la formation est à la base de toute évolution, de toute expansion. Et nous pensons que ces femmes qui ont traversé la ligne, ces femmes qui sont tout à fait déterminées, servent d'exemple, mais il leur faut attirer d'autres pour que cette dernière puisse assumer des responsabilités. C'est vrai que nous ne sommes pas toutes appelées à s'asseoir sur un strapontin politique et qu'il y a dans d'autres domaines où la femme peut aussi faire entendre sa voix. Mais nous disons qu'au-delà de tout, c'est là où se prennent les décisions, que les femmes doivent être aussi en majorité parce qu'elles ont une sensibilité particulière, elles ont une touche particulière, une vision aussi particulière pour la société. Femmes, mères, jeunes filles et tous ces éléments qui rentrent en compte pour son épanouissement sont maîtrisés par la femme. Et nous comprenons aussi que pour cette évolution, dans une société juste, il faille aussi associer l'homme. Parce que dans l'émancipation, oui, mais avec l'autre dans l'accompagnement, parce que les mesures qui sont prises, cette femme éduquée, évoluée, qui va assumer des hautes responsabilités, le fait pour la société. C'est vrai qu'il y a une satisfaction personnelle, mais dans la société, nous avons toutes les composantes, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, et toutes ces femmes-là qui forment une société parfaite. Et là, sans vous couper la parole, j'ai envie de vous interroger, de nous interroger toutes, mesdames. Aujourd'hui, on a l'impression que pour s'épanouir au Gabon, pour s'épanouir en Afrique, il faut absolument composer avec les hommes politiques.
Ah non, tout dépend dans quel sens on veut le prendre. La politique, dans son sens africain, pour ne pas dire la politique comme on l'a fait en Afrique. On dit déjà qu'il y a l'influence de la culture. Cette culture qui a toujours voulu que la femme soit en arrière-garde, même si elle a toujours eu une place prépondérante, dans ce sens qu'aux côtés de l'homme, elle a toujours joué ce rôle de conseillère, ce rôle de mère. Et nous pensons que on veut bien s'affranchir de la responsabilité de l'homme. Mais pour s'affranchir, il faut s'autonomiser. Pour s'autonomiser, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut avoir un métier. Il faut avoir une activité économique. Or, dans ce sens, nous voulons simplement qu'il y ait un accompagnement aussi des différents acteurs économiques. Et nous pensons que la femme, oui, peut le faire seule. Mais l'évolution de la société fait en sorte que l'on puisse tenir compte effectivement de ces composantes. Il faut de l'ambition, oui. Une femme doit être ambitieuse, oui, une femme doit être volontaire, une femme doit être déterminée, oui, elles ont de une femme l'ambition. doit le vouloir. Oui. Mais nous regardons malheureusement que sur le plan économique, elle n'a pas de fois les moyens financiers nécessaires pour s'affranchir. Mais nous partons aussi du principe, comme l'a dit Corneille dans le site, c'est que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Triompher sans gloire. Et ces femmes-là qui, depuis des années, se sont battues depuis les années 60. Oui, on vous a vu en première ligne, on a vu Madame Alberte Maganga Moussavou, on a vu la doyenne, Madame Honorine Zebitege. Puisque l'on parle de femmes, on a choisi au Gabon, ce sont les autorités qui ont choisi le thème de cette journée nationale de la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il y en a qui sont encore violentées, malheureusement. Quel est l'état des violences faites aux femmes dans le monde? Nous allons le voir ensemble. Je vous propose de suivre cet élément, les chiffres de l'horreur, on l'a intitulé ainsi, pour interpeller davantage les femmes. Nous allons regarder cet élément de notre rédaction réalisé par Blanche Bitga. Selon un rapport des Nations Unies daté de 2018, une femme sur 3 dans le monde a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Toutes les régions du monde sont touchées, seuls les 2/3 des pays disposent de lois contre la violence conjugale et 52 pays sur les 197 reconnus par l'ONU ont explicitement criminalisé le viol conjugal. Concrètement, 2,6 milliards de femmes et de filles vivent dans des pays ne reconnaissant pas le viol comme tel. Même s'il convient d'admettre que les inégalités socio-économiques sont des facteurs aggravants, notamment le chômage, la violence faite aux femmes sévit également dans toutes les catégories sociales, économiques et culturelles, en milieu urbain ou rural, et ce quel que soit le contexte éducatif ou religieux. Environ 87 000 femmes dans le monde ont été intentionnellement tuées en 2017, dont plus de la moitié par leur conjoint ou des membres de leur famille. Cela signifie que chaque jour, en moyenne, 137 femmes sont tuées par un proche, dont plus d'un tiers, environ 30 000 au total, par un conjoint ou ex-conjoint. Les Nations Unies estiment également qu'à l'heure actuelle, 650 millions de femmes et de filles dans le monde ont été mariées avant l'âge de 18 ans. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où cette pratique néfaste est la plus répandue, plus de 4 jeunes femmes sur 10 ont été mariées avant leur 18e anniversaire. Le mariage d'enfants se solde dans la majorité des cas par une grossesse précoce. Il est l'une des causes de l'isolement social, du décrochage scolaire, limitant ainsi les possibilités de la jeune fille à s'autonomiser. Les violences physiques chez la jeune fille vont jusqu'à la mutilation de certaines parties de leur corps. Au moins de 100 millions de filles et de femmes en vie ont subi des mutilations génitales féminines dans les 30 pays disposant de données représentatives sur la prévalence. Dans la plupart de ces pays, la majorité des filles ont subi une excision avant l'âge de 5 ans. En raison des mouvements des populations, les mutilations génitales féminines deviennent une pratique aux dimensions internationales, en particulier si l'on considère la population féminine migrante et réfugiée. Ces chiffres sont loin d'être exhaustifs. La violence ayant pris de nos jours de multiples formes. Voilà, merci beaucoup à vous Blanche Bitga. Et là, je vais faire intervenir rapidement mes invités sur ce plateau. Les chiffres font peur. Environ 137 femmes par jour sont violentées dans le monde. Cela fait peur, Madame Honorine Zebitege. Absolument. Parce que le phénomène des violences faites aux femmes, c'est un phénomène effectivement mondial qui ne regarde pas seulement le Gabon. Et ces violences sont multiples et à tous les niveaux. On les trouve sur le plan conjugal, dans la cellule familiale. Ces violences sont physiques, elles sont sexuelles, elles sont morales, elles sont psychologiques, économiques, et j'en passe.
Il y a même des violences d'État. Alors, le phénomène est tellement important que nous pensons, puisque nous sommes à la Maison du Peuple, qu'il y a un travail de fond à faire, un travail de sensibilisation. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, on n'a rien contre eux, mais qui continuent à penser qu'ils ont un droit de correction, alors que ça n'existe pas. Le code pénal dit quiconque, c'est-à-dire il n'y a pas de sexe. Vous frappez votre mari, vous êtes puni. Vous frappez votre femme, vous êtes puni. Alors, donc je disais qu'il y a un travail de fond à faire, un travail de sensibilisation à la base, un travail de sensibilisation au niveau politique, au niveau judiciaire, au niveau d'abord de la cellule familiale. Pourquoi je le dis? Un enfant qui a 3 ans ou même 2 ans, qui a des parents qui se battent, qui s'insultent. Vous allez voir cet enfant lorsqu'on va le mettre à la maternelle ou à l'école primaire, si nous sommes dans le monde rural, il va commencer à donner des coups aux autres. Et dans des structures adéquates où il y a des services sociaux, des assistantes sociales, lorsqu'on va faire l'enquête en famille, on va découvrir que ses parents se battent. Parce que le modèle d'un enfant, c'est d'abord ses parents. Vous voyez d'où ça part. Et un enfant peut faire des refoulements à n'importe quel âge. Quel que soit le niveau intellectuel, quelle que soit la classe, lorsqu'un enfant a été élevé dans un endroit violent, il sera violent, quel que soit... Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que vous êtes d'avis, vous également, Madame Aganga Moussavou, que ces différents types de violences ont un impact considérable sur le développement de la femme gabonaise? Tout à fait. La femme dans le monde, tout court. Tout à fait. Et évidemment, les chiffres que vous venez de nous évoquer tout à l'heure sont effroyables. Mais je voudrais dire que, Dieu merci pour le Gabon, certaines violences, telles que l'excision ou alors l'inégal accès de la jeune fille ou du jeune garçon à l'école n'existe plus. Bon, il y a les mariages précoces. La loi permet à la jeune fille d'accéder à l'école, mais le problème c'est celui des grossesses précoces et des avortements clandestins. D'accord. Les mariages forcés, le phénomène, je pense, s'est atténué. Nous sommes au Palais du Peuple aujourd'hui. Oui, concrètement, qu'est-ce que vous, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, pourrez faire pour changer cela? Mais déjà, nous avons la loi. Oui. Nous avons la loi avec nous. Et naturellement, en tant que femme, en tant que mère, toutes les femmes et toutes les mères devraient éduquer les enfants de façon équitable. Que dit la loi? De façon à ce que la petite fille, on lui dise ne va pas jouer, viens laver les assiettes, va faire la vaisselle, et le petit garçon va jouer au ballon, demain tu auras ta femme. En Afrique, malheureusement, on élève les enfants comme ça. Justement, c'est là qui constitue la base des violences et des injustices. Le petit garçon qui est élevé dans ce contexte-là se sentira toujours supérieur à la femme et reproduira cela. Et puisqu'on a parlé des différentes formes de violence, nous allons passer, puisque Madame Honorine Zebitege nous les a énumérées avec brio ici, nous allons par contre passer à des témoignages poignants de Gabonaises qui ont décidé de briser le silence pour dénoncer un certain type de violence. Nous allons le suivre dans cet élément réalisé par Gabriel Ratanga de la rédaction de Gabon 24. J'étais victime de viol. J'ai surpris mon ami que je vis actuellement jusqu'à présent, qui était en train de faire la fellation à ma petite fille. Et ça m'a frustrée comme ça, n'ayant pas de situation. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller expliquer mon problème à cette dernière qui pourra peut-être trouver une solution à cela. Cela a été fait et elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidé à emprisonner ce dernier. Malheureusement, avec les difficultés de la vie, je me suis repris avec ce dernier. Actuellement, je vis toujours avec ce dernier et je suis enceinte de ce dernier toujours. Parce qu'on n'a pas pu aller, on appelle ça comment? Je n'ai pas pu sortir de là définitivement à cause des difficultés de la vie. Et j'ai plusieurs enfants et je ne travaille pas. Je suis orpheline aujourd'hui. J'essaye de me débrouiller au niveau du marché, mais je n'ai pas de capital. Par un moment de ma vie, j'étais une jeune fille mère aussi abandonnée et pour cela je me suis fait prendre en charge. Comment?
je faisais beaucoup de petits boulots, c'est-à-dire je me suis mise à faire le bissap, les croquettes pour élever mon enfant, et mon enfant apprenait dans une école privée. J'ai été victime de 3 violences dans ma vie. Violence sexuelle, violence physique. Et c'est des étapes que j'ai dû surmonter malgré moi. Ça a été difficile parce que déjà la première fois que j'ai vécu ça, j'étais encore toute petite. Je n'arrivais même pas à en parler à ma maman. Elle l'avait remarqué par mon changement d'attitude. Et ce qui m'avait encore plus blessée, c'est que c'était... le responsable était un soi-disant chrétien. Du coup, c'était assez compliqué de comprendre comment est-ce que maman nous emmenait à l'église tous les jours, mais c'est le frère qui me fait lire la Bible tous les soirs qui décide de venir m'agresser dans ma chambre pour prendre ma virginité. Ça a été difficile. Et après ça, mon enfance a complètement changé. J'ai plus été la même depuis ce jour-ci. Ça a été difficile pour ma maman parce qu'il a fallu qu'elle recadre mon éducation. C'était compliqué parce qu'un homme, un faible, a eu à prendre ce que j'avais de plus cher, ma virginité. Et puis, ça m'est arrivé une seconde fois par un inconnu qui m'a enlevé dans un taxi et puis a disparu avec moi dans la nature. Ils ont eu à me droguer et ils m'ont agressé sexuellement, physiquement, ils m'ont fait du mal. J'ai vraiment eu du mal à surmonter ça. J'étais au bord du suicide. À la limite, j'ai fait trois tentatives. J'avais déjà un enfant et c'était compliqué de pleurer tous les soirs devant mon fils, de savoir que lui aussi c'est un homme et à la limite, je le regardais souvent mal. Je me disais, quand tu vas grandir, peut-être que tu feras la même chose parce qu'un homme ne peut pas se permettre d'agresser une femme alors que nous, les femmes, nous sommes censées être leurs protégées. Les violences qu'on fait aux femmes, c'est quelque chose de... Je vais dire, on ne devrait pas accepter ça, on ne devrait pas tolérer ça plus longtemps. Mais on, c'est qui ? On ne devrait pas tolérer ça. Les violences qu'on fait, qui sont exercées sur les femmes doivent être dénoncées. Qui doit dénoncer les violences? Vous venez de suivre ces témoignages poignants. Madame Angélique Ngoma, première réaction avant de nous dire qui doit faire quoi et à quel moment. Je dois dire qu'il y a une évolution dans la prise de conscience de certains phénomènes avilissants qui sévissent à travers le monde. Il y a encore plusieurs années, la femme en général, et la gabonaise en particulier, avait du mal à s'exprimer sur ce qu'elle vivait au fond d'elle, dans son foyer, dans son lieu de travail, avec ses amis. Or, aujourd'hui, il y a déjà une étape de franchie. Donc, il faut déjà saluer cette ouverture d'esprit de la femme gabonaise. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Elle doit être accompagnée parce que malheureusement, il y a le poids de la société, le regard de l'autre, le qu'en dira-t-on. Est-ce que cette femme qui va aller se plaindre sera suffisamment encadrée pour que demain, on reconnaisse ses droits parce qu'elle se serait portée, bien évidemment, devant les juridictions compétentes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que sur la base de la loi, il y a tout de même de manière progressive un certain nombre de textes qui ont été pris. Par exemple, la lutte contre la mutilation génitale féminine au Gabon. Ce texte a été pris et promulgué par le président de la République en 2008. Nous étions en 2008, alors je vous coupe tout de suite. 2008, ce texte a été promulgué, mais qui connaît le texte? Est-ce que les femmes ont accès à ce texte? Est-ce que vous le vulgarisez suffisamment pour qu'elles prennent conscience de l'importance de ce texte-là? C'est justement là l'une des difficultés. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, peut-être que les femmes nous-mêmes n'allons pas au-devant de l'information, peut-être que nous nous contentons du fait que les textes soient pris et pensons que toute femme devait être informée, mais nous partons du principe aussi que les femmes de médias ou tout homme de médias devraient aussi aider à jouer ce rôle. Ces textes, une fois vulgarisés, sont disponibles au journal officiel, donc d'accès facile pour les femmes. Mais quelle catégorie de femmes? Parce que les mouvements associatifs sont des relais, des partenaires des institutions. Aujourd'hui,
On fait le procès un peu des hommes de médias en leur disant oui, vous devez vulgariser des messages, vous devez apporter ci et ça comme information, mais les hommes des médias pour accéder au journal officiel ou encore à l'Assemblée nationale, c'est tout un processus qui freine un peu, qui fait perdre la communication. Est-ce qu'on ne peut pas être plus pragmatique au niveau de l'Assemblée nationale? Dès que vous votez une loi, vous la vulgarisez vous-même puisque vous allez voir les populations pour demander un vote. Non, pourquoi vous ne pouvez pas faire l'inverse? Il y a un processus légal à respecter. Quel est-il? Le processus, c'est que ce soit la proposition de loi ou le projet de loi, examiné par l'une ou l'autre chambre du Parlement, adopté en séance plénière et ensuite envoyé à la présidence selon la navette pour promulgation par le président de la République. Donc ce sont les services qui promulguent et en fonction de ça, nous pouvons nous saisir. Mais déjà, je dois saluer parce que la présentation des différents textes est couverte par les médias. Donc à partir de ce moment où la présentation est faite, donc les journalistes, les présentateurs que vous êtes parfaitement au courant des mesures prises. Mais seulement, nous devons, c'est vrai, c'est un combat. C'est vrai que nous n'allons pas souvent au devant de l'information. C'est vrai que cette femme qui se lève à 5 h du matin pour se rendre au marché, pour vendre ses produits, n'a peut-être pas le temps de suivre la radio, encore moins de suivre la télé, parce qu'elle revient à 23 h ou à minuit à la maison. Oui, nous devons donc de fois les trouver sur leur lieu de travail pour qu'elles soient suffisamment informées des avantages qui sont bien évidemment pris les concernant. Alors moi, parce qu'en ce qui concerne la violence aussi, en septembre 2016, le président de la République a promulgué la loi relative à la lutte contre les violences en milieu professionnel. Cette loi n'est pas simplement féminine, elle concerne aussi les hommes. Mais elle n'est pas vulgarisée, c'est ce que l'on constate. Voilà, c'est pour cela que nous disons encore que nous devons prendre notre bâton de pèlerin pour en parler suffisamment. Ce qui est bien, c'est que vous prenez l'engagement de le faire, vous le ferez quand? Mais on le fait déjà à notre niveau. Quand nous allons dans nos sièges respectifs de députés, nous en parlons. Nous avons le compte-rendu parlementaire qui nous fait l'obligation d'aller restituer sur l'ensemble des sièges le travail parlementaire qui a été fait. Mais comme vous le dites, les populations bougeant étant, ou peut-être aussi nomades, permettez-moi du terme, ça va de soi que certaines suivent et d'autres pas. Et on va essayer de faire suivre cette émission avec cette intervention de Mme Aganga Moussa. Vous vouliez réagir à ces témoignages? Je voulais faire le témoignage, comme nous l'avons constaté tous, c'est poignant. Et je voudrais féliciter ces femmes qui franchissent le pas et viennent témoigner à visage découvert sur les violences qu'elles subissent. Encore faut-il que la loi continue à les protéger parce qu'il y a la crainte des représailles vis-à-vis des bourreaux, si je puis m'exprimer ainsi. Le renoncement de ces femmes-là. Tout à fait, mais il faut les aider à aller jusqu'au bout. Comment? Mais justement par le travail. Je voulais dire que nous devons travailler en réseau. Ici à l'Assemblée, nous avons le réseau national des femmes députées. Vous, les communicatrices, vous avez l'association des femmes des médias. Il y a des associations qui s'occupent des droits de la femme sur le plan juridique. Il faudrait que toutes ces associations-là se mettent ensemble pour qu'on trouve les voies et moyens adéquats pour la vulgarisation. Parce que je voudrais d'ailleurs dire que lorsqu'il s'agit de célébrer la Journée nationale de la femme, ce serait bien qu'on descende sur les marchés, qu'on aille sur les marchés, parce que qu'on aille même dans les quartiers organiser des causeries pour que ces femmes-là qui n'ont pas accès facilement au journal officiel ou au journal Hebdo Information, et même quand bien même elles auraient accès, pour leur faire comprendre l'esprit et la lettre de la loi puisse être touchée. Et là, nous sommes justement dans la loi. Oui, que dit la loi? Madame Honorine Zebitege, vous, depuis des décennies, vous luttez pour que la femme brise enfin le silence. Vous en connaissez au quotidien qui viennent vers vous, vous dire, madame, nous n'en pouvons plus, mais ces femmes-là, dès que vous franchissez le cap du tribunal, elles se rétractent. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Quel comportement adopter? Vous savez que les violences sont d'ordre public. Attendre qu'on dénonce, dès qu'une violence est dénoncée, on n'a pas besoin de plainte. Dès qu'on dénonce, soit à la police, soit au parquet de la République, l'action publique se met tout de suite en mouvement. Le problème que la machine judiciaire a se situe à plusieurs niveaux.
lorsqu'une femme est violentée, elle vient en association, par exemple. Nous avons 3 choses à faire. Nous l'écoutons, nous lui disons de ne pas accepter la violence. Nous appelons le partenaire qui l'a violenté et nous lui disons d'arrêter en lui présentant ce que dit la loi au cas où il continue. À ce niveau, il y en a qui écoutent, ça s'arrête là. Et d'autres pas. Mais quand il y a récidive, nous sommes obligés, parce que lorsqu'elles viennent nous voir, nous leur disons que même si vous ne portez pas plainte, il faut déjà prendre un certificat médical. Il faut prendre des photos. Vous savez, une gifle, la joue s'enfle, à un moment donné, après les alcools et tout ça, on ne voit plus rien. On leur donne tout cet arsenal. C'est le travail des associations. Mais qu'est-ce qui va se passer quand cet homme récidive et que cette femme revienne? Nous lui disons que maintenant, il faut mettre la machine judiciaire en place. Nous essayons de l'amener jusqu'à la police judiciaire. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? D'abord, il y a un frein au niveau de la police judiciaire qui dit ce sont des problèmes de famille. Nous disons non, on ne peut pas renvoyer quelqu'un à son bourreau. Il y a déjà un problème à ce niveau que les associations ont combattu et que nous continuons à dénoncer. On ne peut pas dire à une femme qui vient avec des blessures et tout, qu'on dise non, non, il faut retourner à la maison. Nous refusons cela. C'est pourquoi, par exemple, à l'ODEFPA, on a dû mettre des lits et tout ça pour recueillir momentanément celles qui ne peuvent pas retourner à la maison le temps qu'elles se calment. Mais le problème, c'est que comme c'est d'ordre public, dès que l'action publique est mise en mouvement, la police fait son travail. Lorsque maintenant on amène le problème au tribunal, sur 10 femmes violentées, 6 vont se rebiffer. Non, ma mère m'a dit qu'on ne porte pas plainte contre le mari. Mon père m'a dit ceci, ainsi de suite. Ça met tout en désordre, alors qu'en commençant, on commence toujours par la conciliation. Parce que nous ne sommes pas là pour détruire la famille. Or, à ce niveau, le procureur ne peut plus laisser. C'est-à-dire que même si vous retirez la plainte, le procureur est obligé de poursuivre la personne. Et justement, parmi les causes de ce recul, on va l'appeler comme ça, il y a les pesanteurs culturelles. Il y a que la société a un regard sur telle ou telle autre question. Et nous allons le voir avec une traditionnaliste, parce que dans l'évolution de la femme gabonaise, il y a aussi son évolution traditionnelle. Et Madame Benga a choisi d'être des nôtres pour nous en parler. Voilà ce qu'elle veut que l'on retienne et nous allons retenir cela ensemble. Les femmes gabonaises ont beaucoup impacté notre République. Vous avez vu ceux qui peuvent peut-être vouloir le dénigrer. Lorsqu'il y avait les groupes d'animation, c'est quelque chose que Madame Patience Dabani avait fait pour consolider notre richesse culturelle. Parce que dans nos traditions, ce n'était pas des grèves, mais c'est à partir des chansons, c'est à partir de la chanson qu'on s'adressait au chef, qu'on lui composait ses doléances. Donc, lorsqu'on parle vulgairement des groupes d'animation, nous n'avons rien compris sur notre culture. La tradition, surtout au sud du Sahara, d'abord aussi au niveau du Gabon, la femme est le pilier de la nation, la femme est le pilier de sa famille. Or, lorsqu'on voit que dans le modernisme, on la traite de vulnérable, c'est des choses qui ne cadrent pas avec le rêve des pères fondateurs que le président, son Excellence Ali Bongo, poursuit aujourd'hui jusqu'à consacrer toute une décennie pour elle. Donc il faudrait que la femme se rende compte qu'elle a des comptes à régler à la société. C'est la femme qui part à l'invisible, c'est la femme qui entretient des legs, c'est la femme qui est capable, qui a toutes les énergies de développement, qui a toutes les formes de richesse, qui a tous les métiers en elle et qui
fructifie l'argent. Donc cette femme-là, elle demandait, au moins pendant la décennie, de revenir aux sources pour pouvoir mieux préparer sa modernité. Être moderne ne signifie pas le déni de ses racines. Nous devons être comme des arbres, ne changent sur l'arbre que les feuilles, selon les saisons, mais ça n'a jamais déraciné l'arbre. Nos aînés, la femme d'antan, a beaucoup fait pour nous. Si ces aînés-là n'ont pas travaillé, nous n'aurions pas dans notre constitution l'égalité entre les sexes, nous n'aurions pas les mêmes salaires à diplôme égal, nous n'aurions pas dans les symboles de notre République la maternité allaitant qui non seulement représente la haute juridiction, elle authentifie nos textes officiels. À l'entête et au milieu du drapeau gabonais, c'est une femme. Voilà, à l'instant, Madame Benga, qui est chercheure au CNRS, qui est traditionnaliste. Alors, mesdames, je me retourne vers vous et la question est valable pour vous, hein, les trois. Pensez-vous que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité homme-femme? Est-ce qu'elle existe d'ailleurs, cette égalité homme-femme? Je vous pose la question, la parole est donnée, à qui veut la prendre? En réalité, ce que nous recherchons, nous les femmes, c'est l'équité. Ah, l'équité, pas l'égalité. L'égalité, oui, mais l'équité surtout. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, hommes ou femmes. Donc, nés, libres et égaux. Donc, cette égalité devant la vie, j'allais dire, pas seulement devant la loi, mais devant la vie, devant le Créateur. Nous n'avons pas choisi de naître femme ou de naître homme. Mais donc, nous devons être des partenaires, des personnes qui se complètent, sans renier l'existence de l'autre, sans exercer de la violence, parce qu'on a une force physique ou une force économique. C'est en cela que, personnellement, je voudrais insister sur l'éducation et la formation de la femme. Parce que l'autonomisation de la femme a des répercussions sur elle-même, mais aussi sur sa progéniture. Elle est mieux à même de prendre en charge ses enfants, même son foyer, quand elle est heureuse et épanouie dans sa vie. Et l'épanouissement passe aussi par cette liberté que nous accorde, qu'elle acquiert par l'autonomisation financière. Madame Angélique Ngoma, comment parvenir à l'élimination des préjugés, des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité, s'il vous plaît, ou de la supériorité de l'un ou de l'autre des sexes, des stéréotypes même des hommes et des femmes? Est-ce que aujourd'hui nous pouvons passer, on va dire, dépasser la tradition pour parvenir à une équité dont parle Madame Maganga? Il faut déjà dire que la coutume a son côté positif et négatif compte tenu de l'évolution. Mais nous avons nos traditions, nous avons nos racines. Et ces racines, il faut pouvoir les entretenir. Et comme l'a dit Madame Benga, l'arbre perd ses fleurs, certes, mais si cet arbre n'est pas arrosé, n'est pas entretenu, ne reçoit pas des rayons de soleil, cet arbre va mourir. Donc c'est pour dire que notre culture doit aussi être entretenue et améliorée, parce qu'on parlera peut-être plus tard du Lévira ou du Sorora, qui, dans le cadre de notre culture et avec le regard moderne que nous avons, n'a plus la même signification qu'il y a encore quelques années. Et nous en parlerons ce soir au cours d'une édition spéciale qu'organise Gabon 24, puisque nous revenons sur la dot et tous ces problèmes, mais aussi la vulgarisation de la loi de 2015. Donc nous pourrons en parler. Donc je voudrais dire que par là, la famille est le meilleur endroit de socialisation de l'enfant. C'est donc déjà au sein de la famille que certains aspects de notre culture devraient être présentés aux enfants. Et dans l'évolution de la société, ce que nous réclamons, c'est l'égalité
en droit. Parce que, comme on l'a dit tantôt, la jeune fille, le jeune garçon doit aller à l'école. À diplôme égal, salaire égal. Et ça va de soi que dans l'équité et la justice, il y a des considérations parce qu'il y a encore des textes où nous trouvons des dispositions discriminatoires à l'égard de la femme. Et pour pouvoir attaquer ça, il faut bien que la société puisse s'asseoir. Dans la société, nous voyons la société civile, nous voyons les partenaires au développement et bien évidemment les institutions pour emmener à faire ressortir, on l'a déjà fait une fois, et c'est ce qui a emmené d'ailleurs à la prise d'un certain nombre de textes précédemment. Vous venez de me tendre une perche. Est-ce que les institutions gabonaises placent la femme au cœur de leur... Oui, mais c'est vrai que c'est dit. La plus haute le dit déjà. Et nous pensons qu'il faut un suivi, un accompagnement. Et cet accompagnement, c'est par la base. Qui doit faire le suivi? Mais nous tous, dans nos comportements, dans nos agissements quotidiens. Monsieur tout le monde. Nous sommes tous concernés. S'il vous plaît. En majorité par les hommes. D'accord. Qui doivent réellement nous accompagner, mesdames, que ce ne soit pas une faible tout intention. le monde, il faut repartir à la base. Il faut aider les autres. C'est passé, le message est passé. Maintenant, je voudrais dire aussi, dites-nous. Nous l'avons dit tantôt, qu'il faut aller dans les quartiers. Oui. Il faut en faire en sorte que cette femme qui se trouve au marché puisse se sentir concernée par son évolution. Oui, nous l'avons fait. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut perpétuer. Il faut continuer. Est-ce qu'il faut attendre le 17 avril pour Non, le faire? pas du tout. Oui, mais... Et en fait, il y a 365 jours. Dans l'année? Et ces 365 jours attendre le 8 doivent mars? permettre de célébrer, d'être à côté des femmes, pour les accompagner dans leurs tâches quotidiennes. Oui, la femme au marché qui n'a pas le temps de venir auprès d'une institution. Mais il y a la femme au bureau aussi qui n'a pas le temps. Il y a la mère au foyer aussi. C'est pour cela que dans les bureaux, dans les différents départements, que ce soit ministériel, il a été demandé, qu'il y ait la mise en place des structures d'animation, d'échange, de discussion entre les personnes travaillant dans ces sociétés. Ça permet de savoir ce qui se dit, parce que femme de ménage ou technicienne de surface, comme on le dit maintenant, n'est pas forcément au courant des problèmes qui sont débattus au sein de sa société, mais parce qu'elle n'est pas concernée, elle n'est pas intéressée. Mais parce que justement, vous ne lui tendez pas la perche. Mais c'est pour cela que je dis toujours qu'il n'y a pas de sous-métier, que là où elle se trouve, elle mérite d'être au courant de ce qui se décide et changer à sa façon. Oui, elle doit changer de regard, elle doit changer de façon d'être, de façon de vivre, mais en n'oubliant pas sa culture. Parce que nous toutes, nous venons de quelque part. Nous venons de quelque part et c'est de ce quelque part que nous partons, puisque vous avez, comme moi, suivi l'évolution de la femme gabonaise. On a parlé des femmes juristes, vous vous en souvenez? Oui, il y a eu ces grands noms. Il y a une des héritières sur le plateau et nous avons la grâce de la voir, c'est Madame Honorine Zebitege. Vous qui nous rejoignez à l'instant, sachez que nous émettons depuis l'Assemblée nationale du Gabon pour cette journée nationale, permettez la répétition, de la femme gabonaise. Les femmes juristes ont mené un combat extraordinaire. Vous allez nous parler d'elles, ces femmes juristes. Mais avant vous, il y a eu Agathe Okumba de Kwatchege. Il y a eu Rose Francine Rogombe, seule femme, première femme magistrate, première femme chef de l'État, même si elle n'a occupé que la transition, elle a été chef de l'État. En face de moi, j'ai Madame Ngoma qui a été première femme ministre de la Défense nationale. Donc, les femmes au Gabon ont occupé des postes importants. Je vous invite, mesdames, à suivre ce petit témoignage de Madame Okumba de Kwatchege, Agathe Okumba de Kwatchege, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans sa demeure. Et là, elle nous a confié ce qui suit. C'est difficile de revenir à ce combat, puisque c'était un combat qu'on ne pouvait pas avouer. Il n'était pas bon que les gens puissent dire que les gens freinent les femmes juristes. Non. Mais nous avons accepté cela. Nous nous sommes dit, nous allons travailler le mieux possible pour non pas nous faire remarquer comme ça, mais pour mener certaines actions qui allaient modifier objectivement la société gabonaise. Voilà. C'est ainsi que celles qui sont magistrats ont fait d'énormes travaux pour qu'enfin la femme puisse parler comme elle veut parler et rentrer dans les affaires comme elle le voudrait. Pour nous, il est important que la femme soit un élément essentiel dans la société, comme Dieu l'a voulu. Il y a un problème de fond qui
qui me préoccupe, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations. Et la femme n'est pratiquement au courant de presque rien. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas fait en sorte que tout le monde ait les mêmes informations dans le pays, il est difficile de monter un paysage humain uniforme et actif. Il faut que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde va avec ceux qui font ceci ou font cela. Il ne faut pas laisser des gens s'approprier les choses de l'État. Il faut que l'État soit aux mains de tous les enfants de l'État. Et c'est ce que les femmes souhaitent. On dira que peut-être peut-être qu'on nous a fait du mal. Non, rien du tout. Vraiment rien du tout. Mais nous souhaitons que la femme participe, comme tout le monde, à ce qui se passe dans son pays. C'est tout. Ma génération est passée. Actuellement, ce sont les générations de nos filles et nos petites filles qui doivent prendre les choses en main. Parce que si nous reprenons les mêmes choses, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, que les femmes de tous les âges se retrouvent et sachent exactement qu'est-ce qu'elles doivent faire, chacun dans son domaine et chacun dans son groupe d'âge. Voilà, donc les femmes juristes se sont retrouvées à un moment donné de la vie gabonaise pour dire non, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, désormais on doit faire comme ça. Ça a été une mobilisation inavouée peut-être, mais une mobilisation tout de même. Je voudrais dire que l'association des femmes juristes a été la seule association à l'époque du parti unique à demeurer sous forme vraiment de société civile. Parce qu'on voulait en faire une association à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Et Madame Rogombe, Madame Okumba et toutes celles qui étaient là ont dit non. C'est déjà une première avancée parce qu'à cette époque-là, les associations étaient interdites. Nous, on était à l'université et d'autres en terminale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que l'Assemblée nationale était encore dans les locaux de la cité du 12 mars, il n'y a pas eu une loi, il y a eu un projet de loi. La fameuse loi Nzouba? Oui, il n'y a pas eu de loi Nzouba. Je parle de projet. Oui. C'est l'association des femmes juristes qui l'a baptisé projet de loi Nzouba parce que c'est lui qui était président de l'Assemblée nationale à cette époque-là. C'était quoi? Les femmes s'étaient insurgées contre quelque chose de fondamental. Vous savez, le code de 1972, la première partie du code civil, il y avait deux options matrimoniales, la polygamie et la monogamie. Et deux grands régimes matrimoniaux, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la séparation des biens ou la communauté. Donc vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Arrive donc 89, le 30 décembre 89, on modifie cette loi et on dit qu'un homme, mais la loi parle de conjoint. Je suis venu ici faire ce plaidoyer à l'Assemblée nationale. Qu'un conjoint en cours de mariage peut changer de régime et d'option. Parce qu'il y a une différence entre l'option et le régime. Faites-nous la différence tout de suite avant qu'on ne poursuive. L'option, j'ai dit, l'option, c'est la monogamie ou la polygamie. Et le régime, c'est la séparation des biens. Et le régime, c'est la communauté ou la séparation des biens. Alors, la loi de 89, du 30 décembre 89, vous voyez déjà la date. Le 30 décembre, nous savons où nous sommes, en pleine fête de fin d'année, où on prend une loi et on la promulgue tout de suite pour dire qu'un conjoint peut changer en cours de mariage sans divorcer. Parce que dans la loi de 72, on disait que pour
mettre fin à l'option matrimoniale, il faut divorcer ou un époux décède. Alors, dans cette loi de 89, il est dit qu'un conjoint peut changer d'option. Mais quand on parle de conjoint, on parle des deux. On ne dit pas l'homme et la femme. Voilà. Le mot conjoint s'adresse aux deux. Quand un homme change, on dit qu'il faut qu'il ait l'autorisation de sa première épouse, si elle signe devant le maire et tout, et ça passe. Là, les femmes n'ont pas eu le temps de réagir. Pourquoi les femmes vont réagir en 90, je crois 90, 91 je n'ai pas la date en tête. Parce qu'elles devaient juste être informées. On devait maintenant remplacer l'autorisation donnée par la première épouse par une simple information. C'est là où un député homme a saisi l'association des femmes juridiques pour dire voilà ce qui se prépare contre vous, et la solidarité a joué. On a informé tout le monde. Nous étions encore très jeunes et nous avons organisé une marche et toutes les composants de la société ont marché. Les parlementaires, les religieux, les mamans, les hommes. Et comme on l'a fait aujourd'hui. Alors, les femmes gabonaises à cette époque, moi j'ai l'impression qu'à cette époque, mesdames, vous me direz si je me trompe, mais on a l'impression qu'à cette époque, les femmes étaient véritablement déterminées. Elles avaient envie de revendiquer leurs droits en tant que femmes. À propos de cette loi Nzuba, je voudrais vous ce projet de loi. Voilà, un tout petit peu. Dites-nous. Ce projet avait été présenté à l'Assemblée nationale en catimini. Donc nous étions encore à la Cité de la démocratie. Lorsque j'arrive le matin, il n'y avait rien d'inscrit au tableau en ce qui concerne le programme. Vous étiez déjà député à cette époque. J'étais députée, oui. Dites-nous. Et donc, on me dit non, il y a des députés qui sont réunis en salle Mengane. Je me dis, je vais aller voir. Et donc, je monte. Lorsque je lis le texte et le contenu, je me rends compte qu'effectivement, l'homme est maintenant libre d'épouser une femme. Voilà, alors il vous appelle Albertine, écoute, je me marie à 10 heures. Non, mais même pas. Il prend la femme et l'emmène au domicile conjugal. Et donc, je leur ai dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais informer Madame Agathe Okumba. Et cela dit en passant, je voudrais lui rendre hommage parce que l'Association des femmes juristes avait aussi ouvert ses portes à des membres associés dont je faisais partie. Très bien. Donc, bravo donc aux femmes juristes qui ont fait que la femme soit toujours, tout à fait, on va dire, protégée, entre guillemets. Mais il faut dire que les lois gabonaises ne protègent pas véritablement les femmes. Le législateur dit que lorsqu'un homme trouve sa femme en plein délit en plein délit d'adultère, il suffit qu'il prenne une photo, il va au tribunal, le divorce est consommé. Mais pour la femme, il faut qu'elle aille d'abord appeler un huissier de justice, lequel doit passer pour constater le délit. On a l'impression que ça soit sur le lit conjugal. Alors la loi était très dure avec la femme. Comment on explique alors qu'il y a des femmes à l'Assemblée nationale qui votent ces lois? Non, mais ça a été corrigé. Ça a été corrigé. C'est vice-versa maintenant. Oui, mais ça c'est un passé récent. Mais oui, mais il a fallu lutter justement. Il a fallu. C'est le résultat des luttes. C'est le résultat du combat. Pour qu'on est là maintenant d'une manière, parce que là c'est l'égalité maintenant. On n'a pas enlevé l'adultère, mais on dit les mêmes preuves pour l'homme, les mêmes preuves pour la femme. On a enlevé donc cette fameuse histoire, moi j'ai appelé ça la preuve impossible. Attendez-moi, j'arrive, je vais chercher l'huissier, bougez pas. Non, tout va bien se passer. Mais moi, ma question, elle s'adresse à vous, députés, vous qui votez les lois. Lorsque une loi arrive devant vous et que vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une loi quand même qui discrimine la femme, est-ce que vous n'avez pas un droit de regard et vous dites, bon écoutez, cet alinéa-là, il faut qu'on le change, ou ce texte-là, il faut peut-être qu'on le modifie à ce niveau? Comment vous faites? Pourquoi de telles lois passent devant vous? Je voudrais vous dire que beaucoup de lois discriminatoires l'ont été à un moment où il n'y avait pas vraiment suffisamment de femmes à l'Assemblée. Et aussi, je me permets de le dire, des femmes qui avaient une certaine ouverture d'esprit aussi. Parce qu'il faut pouvoir comprendre rapidement ce qui se trame derrière les lignes. Vous comprenez? Mais je pense qu'actuellement, de pareilles dispositions ne passeraient pas. Et on vous remercie puisqu'en 2015, on a vu ce changement. L'ODEFPA a travaillé
Et nous avons a proposé, a donc fait l'inventaire de toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes avec leur nouvelle rédaction. Donc nous Merci allons nous beaucoup en à saisir. l'ODEFPA. Oui, Madame Goma. Ajouter, d'abord saluer Madame Agathe Okumba de Kwategui, qui nous transmet ce flambeau que nous transmettons aux générations futures. Parce que la lutte pour la promotion des droits de la femme n'est pas une lutte de tout repos. Il y a déjà plus de 50 ans qu'on avait décrété l'année d'émancipation de la femme sur le plan international. Et quand, 40 ans après, les femmes se sont retrouvées pour faire le point des avancées, elles ont constaté qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a eu quelques pas, mais ces pas ne sont pas suffisants, ne sont pas la satisfaction des besoins de la femme et partant de la communauté. Donc, les femmes pionnières qui ont pris le devant et ont même bravé la tradition pour parler des droits de la femme. Ce n'était pas facile à cette époque. Et même encore, jusqu'à aujourd'hui, on a tendance à la considérer comme étant celle qui vient brouiller les pistes ou déranger le calme des uns et des autres. Donc, on doit dire que ce combat est nôtre. C'est un combat de toutes les générations. Ce qui se fait aujourd'hui va certainement profiter à celle de demain. Et ce qui se fera demain profitera à d'autres. Donc on ne peut pas se limiter uniquement à nos modestes personnes en disant qu'après moi le déluge. Non, on doit plutôt faire avancer la cause de la femme. Beaucoup de choses ont été faites et comme l'a dit Mme Maganga Moussavou, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a aussi le fait majoritaire. Ces lois sont mises au vote. Et les hommes votent beaucoup plus contre les femmes? Je dis simplement que nous devons être suffisamment nombreuses là où les décisions se prennent. Que les femmes se sentent déterminées et engagées parce qu'on a besoin d'elles. On a besoin du regard de l'homme, c'est vrai, mais là, elle a la sensibilité particulière qui fait d'elle l'actrice clé du développement. Et on vous le concède. Merci beaucoup. Je vais encore titiller les femmes parce que moi j'ai l'impression que la femme est au cœur de son problème, de ce manque d'épanouissement, de cette léthargie dans laquelle elle gît, pour ne pas le dire en ces termes-là. Vous avez catégorisé ces femmes-là. Il y a cette catégorie de femmes. Alors j'aimerais qu'on revienne. Cela fait rire comme ça, mais il y a que... Dans ce que vous dites, il y a du vrai, et des fois un peu de l'exagéré, je me permets de le dire, c'est maman aujourd'hui, mais comment on fait? Ces catégories de femmes-là, comment on peut bousculer, changer les mentalités pour permettre à la femme de prendre la pleine mesure de ce qu'elle représente dans la société? Vous savez, la puissance est dans la parole, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire la sensibilisation pour débloquer les mentalités. Il n'y a pas une force qui dépasse la parole. C'est très important et il y a une manière de transmettre. Il y a des personnes qui sont très éduquées mais qui ne savent pas transmettre. Mais il y a d'autres qui ont le don de transmettre quelque chose. Et je pense que cette dernière catégorie, parce que je les ai classées en F, F1, F2, F3. F1. C'est-à-dire F1, c'est cette femme, c'est cette catégorie qui, lorsqu'elles sont à des postes de prise de décision, n'oublient pas qu'elles sont femmes et s'occupent des autres. Elles font un travail, je suis bien placée pour le dire, elles font un travail remarquable au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne le dis pas parce que je les vois. Si on a la loi maintenant qui punit le harcèlement en milieu professionnel, c'est grâce à elle. Partie d'Angélique, ma fille, et avec les autres. Alors, vous voyez, elles n'oublient pas, parce qu'elles sont ministres, parce qu'elles sont parlementaires, parce qu'elles sont juges, elles n'oublient pas qu'elles sont d'abord femmes. Et elles s'occupent des autres, elles les boostent et tout. La deuxième catégorie, c'est elle la plus dangereuse. C'est celle qui, placée comme elle, oublie d'où elles viennent, qu'elle est une femme et devient même dangereuse pour les autres. C'est-à-dire qu'elles vont bloquer tout ce qui concerne la femme. Et c'est très, très, très dangereux. La dernière catégorie, c'est celle-là qu'il faut absolument booster. C'est-à-dire celle qui a dit, faire comment? Je suis venue accompagner les autres sur la terre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais à ce niveau, quand même, on peut encore faire quelque chose pour
la réveiller. On espère, mesdames, que vous ne vous trouvez pas dans cette dernière catégorie. On vous le souhaite, en tout cas pas la femme gabonaise, en cette journée nationale de célébration de vos droits. Oui, les droits, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la femme gabonaise est consciente de ses droits? Est-ce qu'elle est consciente de ses droits? Depuis 1960 à nos jours, quelle lecture pouvez-vous faire des droits de la femme au Gabon? Madame Goma. Il faut dire qu'il y a eu une évolution selon les contextes et selon le secteur d'activité de la femme. On peut dire qu'il y a une évolution parce que, comme nous l'avons dit tantôt, les femmes aujourd'hui arrivent à dire ce qu'elles ressentent tout au fond d'elles. Elles savent ce qui est bien et ce qui est mal. Elles arrivent à faire la différence entre certaines situations. Donc on peut dire qu'il y a une évolution. Mais maintenant, quelle est cette catégorie de femmes qui prend conscience de ses droits? Et on vous dirait qu'il n'y a pas que des droits, à côté il y a aussi des devoirs. C'est pour cela que dans certains mouvements associatifs, et comme au niveau des institutions, il y a des cellules d'écoute qui tendent l'oreille à ces femmes, leur donnant la possibilité de s'exprimer et même d'apprendre. Hier encore, on avait l'alphabétisation fonctionnelle, ce qui permettait à la femme, même rurale, de savoir lire et écrire, au moins dans le contexte qui était le sien, même si elle est commerçante. Elle doit savoir que cette boîte de tomates qui se vend à 100 francs, si on lui remet un billet ou une pièce de 500 francs, elle doit rendre une monnaie de 400 francs et ne pas se tromper. Et savoir bien lire aussi les différentes étiquettes de prix. Ce n'est que pour prendre cette catégorie de femmes. Parce que la femme, quel que soit son niveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'humilité qui précède la gloire. Il faut pouvoir descendre au niveau de toutes les catégories de femmes, parler à toutes ces femmes, leur faire comprendre quels sont leurs droits. Parce qu'une femme commerçante ne sait pas forcément qu'elle doit d'abord payer la patente, que pour la place qu'elle occupe, il y a une taxe peut-être à payer, et que si jamais elle est délogée de là, sans que ses droits ne soient connus, voici la procédure qu'elle peut enclencher. Comme il y a une femme aussi, elle va aller dans une structure médicale pour se prendre en charge, mais elle ne saura pas forcément à quelle première porte frapper pour être soignée tout de suite et être accompagnée dans la pathologie médicale qui est la sienne. Donc il y a eu des avancées, il y a des femmes que celles-là qui maîtrisent plus que les autres se mettent à la disponibilité de celles qui ont soif d'apprendre. Parce que toute femme veut savoir, toute femme veut se maîtriser et toute femme veut être à même de maîtriser son environnement de vie. Et pour cela, il faut aller au-devant de la connaissance. Très bien. Et là, je reviens vers vous, Madame Maganga Moussavou, je vous donne la parole tout à l'heure. Il y a qu'aujourd'hui, la loi punit, vous l'avez dit, et là, je reviens quand même sur cette question. La loi punit quoi? Quel type de violence au Gabon, ici? Quelles sont les violences punies par la loi et quelles sont les peines encourues par les personnes qui pratiquent? Parce que là, on va le dire, les violences ne sont pas exercées que par les hommes sur les femmes, mais vice-versa. Alors, quelles sont les différentes violences auxquelles vous faites face au quotidien et qui sont sévèrement punies ou punies tout simplement par la loi gabonaise? Le harcèlement, vous en avez parlé, est-ce qu'on peut revenir? Oui, lorsqu'on parle des violences, on parle de l'article 230 du Code pénal et suivant. On parle de ce qu'on appelle des violences et voies de fait. C'est-à-dire quelqu'un rentre ici en studio, il nous menace avec un couteau sans nous toucher. Quelqu'un peut, les hypertendus peuvent avoir mal. C'est ce qu'on appelle les violences et voies de fait. C'est puni comme si on nous a touchés. Mais il y a ce qu'on appelle des circonstances aggravantes qui accompagnent certaines violences. Les violences sur les filles de moins de 15 ans. Parce qu'à cet âge-là, elles n'ont pas de consentement. D'accord. Alors, elles sont sévèrement punies et si ça entraînait des séquelles, ça devient un crime devant la loi pour ces jeunes filles ou même ces jeunes garçons. Tout cela, ce sont il y a l'attentat à la pudeur, avec ou sans violence. Il y a l'outrage public à la pudeur. Un homme se met là, il veut uriner devant tout le monde, et c'est puni. D'accord. Par exemple, c'est un outrage public à la pudeur. Imaginez s'il fait ça à l'entrée d'un établissement ou à l'entrée d'une institution. Ces violences peuvent dépasser les limites et là nous entrons dans les crimes. D'accord. Le viol est un crime. La personne n'est pas morte, mais si vous violez un enfant ou une femme, parce que la loi vient de changer, avant on disait que les viols sur des vieilles personnes comme moi, c'était un délit. Le législateur a changé ça. Viol, c'est viol. C'est-à-dire un acte sexuel fait avec violence. C'est un crime. Et
vous encourez soit la condamnation à perpétuité, soit les travaux forcés à temps. Ça peut partir de 10 ans jusqu'à 25 ans et au-delà. D'accord. Donc, le code dit quiconque. Quiconque. Mais ce que nous demandons actuellement, c'est qu'on spécifie le thème violence faite aux femmes. D'accord. C'est le combat de l'ODEFPA. Et le combat de toutes les femmes. Et de toutes les femmes gabonaises, il faut désormais parler de violences faites aux femmes. Nous allons accueillir la ministre de la Famille dans un petit moment et prendre congé de Madame Aganga Moussavou, à qui nous allons permettre de dire un dernier mot, de s'adresser à ses compatriotes pour cette journée, pour cette célébration des droits de la femme sur la lutte contre la violence faite aux femmes. Madame Aganga Moussavou, oui, votre mot de la fin? Je voudrais d'abord remercier Gabon 24 pour cette initiative. Et pour être venu jusqu'à nous, voilà. C'est très important. Parce que souvent, on va vers vous, vous nous appelez chez vous, mais là, aujourd'hui, vous êtes venus, nous en sommes très honorés. Merci de nous avoir accueillis. Maintenant, pour ce qui concerne le thème central de cette journée nationale de la femme gabonaise, je voudrais dire que, évidemment, il faut arrêter avec les violences vis-à-vis des femmes. Parce que la femme est consacrée par la Constitution comme étant l'égale de l'homme. Et à ce titre, nous devons tout faire pour éradiquer ces violences spécifiquement faites aux femmes. Mais ce n'est pas un combat uniquement des femmes, c'est un combat de l'ensemble de la société. Les hommes, les femmes, les jeunes garçons. Vous avez entendu Madame Agathe Okumbado Kwatege, à laquelle je rends encore un vibrant hommage pour tout ce qu'elle a fait pour la femme gabonaise. Vous l'avez entendu dire qu'elle a fait sa part. Elle demande que les générations qui suivent fassent aussi la leur. Donc c'est un combat, c'est une course de relais. Ce n'est pas une course de vitesse. Ça veut dire que nous serons partis, nous autres, celles qui viendront après nous seront parties, mais les violences ne seront pas éradiquées pour autant. Mais nous voudrions que cela soit atténué. Et nous invitons les femmes à comprendre qu'il y a l'éducation, il y a la formation, mais il y a surtout leur prise de conscience personnelle. Parce qu'on dit, permettez-moi de citer cet adage, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tant que nous serons là, toujours à nous plaindre et à dire on va encore faire comment, les choses n'évolueront pas. Et c'est on va encore faire comment sont dans la 4e catégorie de Madame Zebitege qui malheureusement va également nous quitter parce que sollicitée ailleurs. Madame Honorine Zebitege, les droits des femmes gabonaises ont-ils évolué de 1960 à nos jours? Quelle est votre lecture comme mot de la fin? Et quel encouragement à l'endroit de toutes ces femmes qui vous regardent? Ces droits ont véritablement évolué. Je sais qu'elles existent toujours, mais il y a eu une très très grande évolution. Et cette évolution, nous donnons le flambeau, nous disons bravo aux femmes parce qu'elles ont été, elles sont toujours à l'avant-garde de ce combat contre les violences faites aux femmes. Parlant de Madame Okumba, j'ai un sentiment très très affectif vis-à-vis de cette femme. Ce n'est pas un secret. C'est cette femme avec Madame Rogombe. Ce sont ces femmes qui venaient nous chercher à l'université pour nous dire, demain, vous êtes des jeunes filles aujourd'hui, demain vous serez des femmes. Il faut commencer à apprendre à aider les autres. Elles venaient nous chercher pour aller faire les permanences à l'association des femmes juristes. Je tire chapeau, c'est une maman et elle a vraiment fait beaucoup et elle nous a donné le flambeau. Mais nous aussi, à notre tour, comme vient de dire Madame Aganga Moussavou, nous voulons maintenant remettre ce flambeau aux jeunes filles. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a comme une cassure. À l'époque de Madame Okumba, je crois que beaucoup l'ont dit ici, il y avait une espèce de solidarité agissante. Dès qu'une association est au courant de quelque chose qui entrave la vie des femmes, elle informe les autres et on se met ensemble. Mais on a l'impression qu'il y a un recul. C'est comme si à l'individualisme, on ne vient à l'ODEFPA que lorsqu'on est concerné
soi-même. Mais lorsqu'on fait des conférences de vulgarisation, lorsqu'on met des brochures à leur disposition pour celles qui savent écrire, et je tire chapeau à Madame Angélique Goma parce que j'avais commencé cette vulgarisation, de faire des brochures en petit format. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne lisent pas beaucoup. Et comme on faisait l'alphabétisation fonctionnelle, nous disions, nous écrivons dans un français tellement simplifié pour que les gros termes qu'on trouve dans les codes, qu'on ne les retrouve pas dans ces brochures, mais on les trouve sous forme d'exemple pour que le message passe rapidement. Nous voulons que ces jeunes filles prennent le relais, comme nous avons pris des mains de Madame Okumba, de Kouetchege et de toutes les autres. De toutes les autres. Rose Francine Rogombe, pour ne pas la citer. Nos aînés. Voilà. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. On prend congé de vous. Je garde Madame Angélique Ngoma, qui sera rejointe tout de suite par la ministre de la Famille actuelle, Madame Estelle Ondo, qui nous fait l'honneur également, après la marche, de venir nous retrouver pour nous parler de la décennie de la femme et bien plus encore. Et là, je vous laisse en compagnie de Madame Patience Dabani, qui est un autre témoin de l'évolution de la femme gabonaise des indépendances à nos jours, et elle nous donne son avis sur la question. Mesdames, merci d'avoir été avec nous. C'est nous, merci beaucoup. L'origine du groupe socio-culturel, c'est que quand le président Omar Bongo est passé président de la République, quand nous sommes arrivés, il y avait 4 groupes. Il y avait le Punga, il y avait UDSG, il y avait un Bloc démocratique gabonais, il y avait un autre que j'ai oublié le nom. Donc il y avait toujours de la pagaille, il y avait des bagarres et tout le temps. Et lui, il était directeur de cabinet du président Léomba. Mais maintenant, quand il est passé président, il a dit, avec ça, ces bagarres, tout ça là, on ne pourra jamais construire un pays. Donc il a aboli tous ces groupes et il en a créé un qui serait le gréset de l'unité nationale, c'est le PDG. Donc en créant, il se plaignait, il disait, bon, j'ai créé mon parti, je ne sais pas si tout le monde va suivre ceci. Je lui ai dit, écoute, je peux aussi t'aider. Il me dit, comment? J'ai dit, juste regarder. C'est à ce moment-là que j'ai commencé de créer les groupes sociaux culturels et amener les femmes dedans. Vous savez, nous sommes bantous. Les bantous, quand il y a la naissance, on danse. Quand il y a la mort, on danse. Quand il y a n'importe, à la pêche, à la plantation, tout. Donc j'ai amené les groupes sociaux culturels, mais on ne faisait pas que danser. Il y avait ce que nous faisions, par exemple, les plantations, aller à la pêche, tout ça. Et on a évolué jusqu'à ce qu'on amène les femmes, maintenant les filles qui étaient déjà à l'école, qui sont revenues, il y a eu des idées. On a commencé à faire des associations, des groupes. Mais depuis que le président Ali nous a donné la décennie de la femme, eh bien nous sommes en train de nous battre parce que maintenant on a des gouverneurs femmes, chose qu'il n'y en avait pas, on a des préfets et des ministres et des juges, tout. On est vraiment bien structuré. Je m'adresse aux Gabonaises, surtout les jeunes filles. La première des choses à la maison, c'est respecter sa mère et son père et les grands. La deuxième chose, il ne faut pas perdre notre culture. Il faut toujours avoir notre culture. Nous sommes Gabonaises, nous sommes bantous. Une fille bantou peut faire tout à la maison sans l'aide. Mais si tu n'as pas l'argent de payer les nounous et les bonnes et tout ça là, comment tu vas faire? Et tu as les enfants. Donc c'est pas, je ne dis pas qu'on retourne en arrière où on était, je dis on avance, mais avec toujours notre culture avec nous. Et ce débrouiller, le président nous a donné la décennie, il ne faut pas qu'on la laisse passer sous notre nez. Il faut le prendre à bras le corps, c'est-à-dire chercher des petites entreprises, faire quelque chose, même la transformation des Zatanga, la transformation des oranges, des petites choses, et ça fait toujours, même le piment, tout ça là. Moi j'avais une entreprise de piment, on dirait le piment de Masuku, mais ça marchait très bien. Donc c'est ce que j'ai dit aux jeunes femmes, de ne pas attendre de chercher un mari ou chercher à courir derrière qui, non. Il faut toujours faire quelque chose.
Le message est clair. Voilà, Patience Dabani, artiste internationale, on l'appelle au Gabon la Mama. Mais de son nom, hein, l'acte de naissance, on dit Madame Joséphine Kama Dabani. Voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils que j'espère pour vous, mesdames, que vous avez reçus comme des préalables à toute chose. Bienvenue, Madame le ministre. Merci d'être avec nous. La marche n'a pas été trop difficile. Non, non. Vous étiez aux côtés de la première dame du Gabon, oui, avec qui vous avez marché pour cette journée nationale de la femme. Pouvez-vous nous parler de cette mobilisation, justement, aux côtés de la première dame gabonaise? D'abord, je voudrais ici remercier l'engagement de la première dame qui a vraiment pris le leadership de cette marche-là, aux côtés des autres combats qu'elle mène, à savoir la lutte contre le cancer, disons, la protection de la veuve et de l'orphelin. Et aujourd'hui, elle a pris à bras le corps la marche contre toutes les violences faites aux femmes. Il convient de rappeler que le Gabon étant signataire de quasiment toutes les conventions qui sont supranationales, qui luttent contre toutes les formes de discrimination, qui luttent contre toutes les formes de violence, mais nous constatons par les statistiques, malheureusement, il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes. Et donc, Madame la Première Dame a pris, comme je l'ai indiqué, ce combat à bras le corps pour que, au niveau du cadre légal, nous légiférons. Et elle a indiqué dans son plaidoyer que ce soit une loi beaucoup plus répressive, avec des circonstances aggravantes, justement pour que ces violences-là cessent. Et je n'ai cessé de le dire qu'une seule violence faite à une femme, c'est une violence de trop. Et donc, je suis heureuse que ce plaidoyer soit aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale, qui devra, dans les tout prochains jours, faire des propositions de loi pour que, justement, nous puissions avoir des résultats significatifs, les résultats efficaces pour, justement, lutter contre toutes ces violences faites aux femmes. À court terme, surtout, on le souhaite. Alors, nous avons également été rejoints par Marielle Biogou de la rédaction de Gabon 24 qui va m'accompagner dans cette fin d'émission consacrée à la femme. Alors, la technique a quelques caprices avec le son, mais on va régler tout ça. Marielle Biogou, bonjour. Violence faite aux femmes, le terme vous parle tout de suite. D'entrée de jeu, une petite lecture. Ben écoutez Laetitia, c'était déjà un privilège pour moi d'accompagner ces femmes lors de cette marche. On était avec la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et j'aimerais porter haut ce qu'elle pensait tout bas parce que j'ai pu avoir quelques réactions. Et ce qui ressort, c'est qu'au Gabon, deux choses. Les violences, elles ne sont pas que physiques, elles sont surtout morales. Donc les femmes aujourd'hui militent surtout pour que, effectivement, ces violences morales cessent, mais également cette participation massive à la mobilisation, c'est dire le côté prise de conscience de la femme aujourd'hui. Oui. Parce que longtemps, il y a beaucoup qui sont restés dans le tabou, qui sont restés au foyer, qui sont restés, elles avaient peur. Qui ont décidé de se taire. Voilà, aujourd'hui elles ont décidé de prendre la parole, elles sont venues rejoindre les rangs avec la première dame. Alors la grosse crainte que j'ai, moi, c'est est-ce que ce n'est pas une marche de plus? Madame Angéline Goma, est-ce que c'est peut-être, il y a la première dame, oui, tout le monde veut être aux côtés de la première dame, donc participer à son combat. Il y a le ministère de la Famille qui travaille, donc tout le monde veut être. Est-ce que les femmes ont véritablement pris conscience aujourd'hui de ce qu'elles sont violentées et de ce qu'elles doivent finalement briser les tabous, briser le silence? Nous l'avons dit tantôt, c'est que tout acte n'est pas acte de trop tant que l'objectif à atteindre va dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie. Si les femmes sont violentées, ça va de soi qu'elles ne peuvent plus jouer le rôle qu'elles tiennent au sein de la société. Et si elle ne peut plus jouer son rôle, c'est la société qui prend un coup. Parce que non seulement elle est mère au foyer, mais elle est aussi acteur économique clé. Donc, cette marche n'est pas une marche de trop. C'est vrai qu'en 2005, dans le cas du réseau des femmes ministres et parlementaires, la secrétaire exécutive de l'UNFPA, Madame Toraya, venue au Gabon pour la circonstance, avait marché et avait remis au président de l'Assemblée nationale aussi un plaidoyer pour dire stop aux violences contre les femmes. C'était un 25 novembre. Mais cette marche d'aujourd'hui, menée par la Première Dame, est une marche de sensibilisation, une marche qui permet d'interpeller tous les acteurs clés, que ce soit au niveau des institutions,
que ce soit donc au niveau du gouvernement ou de l'Assemblée, parce qu'en parallèle, nous, le gouvernement fait des projets de loi et l'Assemblée des propositions de loi, pour que nous puissions nous attarder sur ce phénomène avilissant. Parce que non seulement on parle des violences sexuelles, mais il y a aussi les violences psychologiques, les violences familiales. Et c'est énorme quand on va dans les détails. Et si cette prise de conscience est là, c'est parce que les uns et les autres prennent cette préoccupation comme la leur. Toute femme devrait regarder ça comme si c'était le sien, comme si c'est elle qui était victime, pour qu'elle puisse aussi en parler à l'autre, faire le relais. Parce que cette marche, on l'a bien vu, oui, c'est un temps nous avons marché, mais elle va impacter pour longtemps nos consciences. Face à chacune de nos consciences, nous devons nous sentir interpellés face à ce phénomène. On le dit d'autant plus que la violence ne concerne pas que la femme. Il y a la jeune fille, celle-là qui demain est appelée à assurer l'avenir de la nation. Si déjà petite, elle est confrontée à autant de violences, que voulez-vous attendre d'elle demain? Sera-t-elle une bonne enseignante? Sera-t-elle une bonne femme ingénieure? Pourra-t-elle aisément être une femme pilote comme nous en avons aujourd'hui au Gabon? Pourra-t-elle être une femme ingénieure? Pourra-t-elle d'abord terminer ses études? La grande question. Que le taux d'échec scolaire est malheureusement du côté de la jeune fille. Avec ses grossesses précoces, cette absence d'encadrement, parce que les masses médias prennent le relais. Mais il y a aussi que les parents ont démissionné à certains niveaux. Justement, c'est ce que nous disons. Vous voyez des jeunes filles de 16 ans en boîte de nuit. Le procureur de la République a fait des descentes récemment. On a vu des jeunes filles. Il y a la démission des parents. Il y a aussi la démission des institutions. Et là, j'interpelle tout de suite le gouvernement. Il y a cette démission du gouvernement. D'abord, il est important d'indiquer que je pense qu'à la suite d'une enquête nationale sur les violences basées sur le genre, parce que bon, c'est aussi bien de l'indiquer, lorsque nous parlons de violences basées sur le genre, c'est l'homme et la femme qui sont concernés, mais il y a une prévalence sur les violences faites aux femmes. Donc c'est pour ça que la violence des femmes prend le dessus, et c'est à la suite de cette enquête justement qui a démontré disons des statistiques qui démontrent que les femmes sont beaucoup plus violentées et les jeunes filles, et nous allons quasiment à un taux qui avoisine les 85-86%. Mais comment cela s'explique? Comme vous l'avez indiqué, il y a eu la démission de la famille, des parents. Mais encore. Il y a eu un manque d'encadrement, certainement, des institutions. Donc c'est pour ça aujourd'hui que nous prenons cette question à bras le corps. Je pense qu'avec ce plaidoyer, parce que même aussi ces filles et ces jeunes filles et ces femmes qui sont violentées ont souvent peur de dénoncer. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, avec les recommandations de cette enquête qui a donné lieu à un plan, disons, à une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, il y a des recommandations parce qu'on a plusieurs acteurs qui vont intervenir non seulement pour prévenir ces violences-là et également pour les éliminer. Donc que ce soit au niveau de la prévention jusqu'à l'élimination des violences, l'État sera acteur principal pour mettre en place un cadre qui permettra à une jeune fille qui est violentée déjà qu'elle puisse parler et la prise en charge immédiate. Donc il va falloir rendre, comment dirais-je, gratuite tous les certificats médicaux qu'elle devra faire, toutes les démarches. Donc il va falloir qu'au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau des affaires sociales, qu'on renforce les capacités de toutes ces personnes qui vont rentrer en action pour lutter contre ces violences-là. Et donc, justement, l'État va maintenant jouer son plein rôle et également réfléchir sur un centre d'accueil. Parce que souvent, lorsque ces femmes sont violentées, elles ne savent pas souvent où aller. Elles vont vers des associations qui, malheureusement, ne sont pas bien structurées. Et donc, là aussi, avec l'aide... Donc, non seulement l'État, des partenaires au développement avec qui nous discutons depuis quelques temps pour vraiment régler ce problème-là de prise en charge des filles, des femmes qui sont violentées et surtout la prévention. La prévention
Voilà. Laetitia, peut-être pour ajouter, c'est bien, je voudrais appuyer ce que Madame le ministre est en train de dire, parce qu'il faudrait simplifier la procédure. On a eu souvent des cas qu'on a rencontrés au cours de nos différents reportages, des jeunes filles accompagnées par leurs parents qui abandonnent la procédure parce que soi-disant c'est trop lourd, c'est trop coûteux. Long. Voilà, c'est trop long. Il faut les prises en charge médicales, il faut aller du côté de la justice. Parfois, elles ne savent pas à qui s'adresser. Donc je crois que le combat est là. D'où la nécessité pour le gouvernement de communiquer, de bien communiquer. Madame Angéline Goma l'a dit, allez-y, je vous permets de le dire, s'il vous plaît, dites-moi. Effectivement, nous devons sensibiliser encore plus et aller sur le terrain. Voilà. Quand quelque chose de bien se fait, il faut pouvoir le pérenniser. Tout à fait. Et hier, déjà, dans la considération, on parlait d'abord d'intégration de la femme au développement. Ce concept a montré ses limites. Nous parlons aujourd'hui du concept genre, qui voudrait que dans le regard que l'on a des problèmes sociétaux, il y ait bien évidemment cette conjugaison d'hommes et de femmes pour trouver des solutions. Mais en 2000, ou bien avant, pendant près de 14 ans, les femmes ont marché, les femmes ont fait entendre leur voix pour qu'en 2000, on puisse prendre la loi relative à la protection sociale et sanitaire de la femme, de la mère et de l'enfant. À l'intérieur de cette loi, il est prévu bien évidemment la mise en place des structures d'accompagnement, même psychologique et sanitaire. Ce qui voudrait dire que pour une fois encore, le gouvernement est appelé à rendre applicables les différentes mesures que nous prenons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit le plus souvent que le Gabon est un pays qui a de beaux textes, mais que malheureusement, quand il faille passer à la phase d'exécution, on constate des manquements. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est ça. Il n'est jamais trop tard pour se saisir de certaines occasions pour faire encore des pas en avant. Et je pense que c'est pour cela que le président Ali Bongo Ondimba a consacré la décennie de la femme, sur laquelle nous allons revenir avec force et détails. Derrière cet élément réalisé par Miguel Mabika de notre rédaction, il y a l'ONG Ondas, dont vous avez certainement entendu parler. Il y a eu ce geste fort de cette ONG à l'endroit des femmes incarcérées qui sont souvent oubliées par la population, et à l'occasion justement de la célébration de la Journée nationale de la femme, elles se sont rendues à la prison centrale de Libreville. Je vous propose de suivre ce reportage. Dans la tristesse, apporte du réconfort à ton prochain. C'est fort de cet adage que l'association Action Novatrice pour le développement et l'assistance sociale, en abrégé Ondas, a joint la parole à l'acte et s'est rendue à la prison centrale de Libreville. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme gabonaise, commémorée officiellement le 17 avril prochain. En plus des messages de réconfort et d'amour, l'ONG Ondas a apporté à ces dames des vivres pour joindre l'utile à l'agréable. Vous êtes les femmes et vous faites partie des effectifs des femmes gabonaises. Vous êtes nos mères, nos sœurs et nos filles. Et vous avez autant de valeur et de capacité que toutes celles qui sont hors des prisons. La prison n'est pas une fatalité. Nous vous aimons et nous comptons sur votre force et courage pour nous accompagner dans ce combat qui est le nôtre, celui de la valorisation des droits de la femme. Penser équitablement, construire intelligemment et innover pour le changement, c'est le thème retenu pour cette journée du 17 avril 2019. Pour Yolène Nechambou, il vient à point nommé puisqu'il a permis de penser aux femmes incarcérées. Le thème de cette année vise à mettre en place des solutions intelligentes qui vont au-delà de la simple reconnaissance des écarts entre les sexes, en assurant une prise en compte équitable aux besoins des hommes et des femmes. Mettre un accent sur l'innovation en donnant à la femme un rôle déterminant dans les secteurs émergents. Au cours de cette rencontre, les femmes détenues ont été encouragées par un coach en développement personnel et elles ont échangé avec des psychologues sur leur situation carcérale. Car selon ces experts, la prison n'est pas un terminus, mais un lieu d'emprisonnement pour qui a commis une faute. Au Gabon, la durée de détention provisoire est souvent longue, toute chose sur laquelle devrait se prononcer le législateur, car bien souvent, les personnes placées sous mandat de dépôt passent plus de temps en prison qu'elles ne devraient. Le passage de l'ONG Ondas a rappelé aux femmes et aux jeunes détenus que chaque punition est un moment de prise de conscience. Les personnes présentes ce jour ont bénéficié de conseils pour une meilleure réinsertion sociale à la fin de leur emprisonnement.
Voilà donc qui est dit. Merci à vous Miguel Mabika, merci également à vous qui nous suivez sur Gabon 24 et sur les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie de Madame la ministre de la Famille du Gabon, Madame Estelle London. Nous sommes en compagnie de Madame le député qui fut ex-ministre, aussi ancienne ministre de la Femme à l'époque, voilà, et la promotion de la femme, c'est cela, voilà, donc j'ai la bonne information. Nous allons revenir à cette décennie de la femme, consacrée par le chef de l'État, déjà, nous faire le bilan, 3 ans après, qu'est-ce qu'on dit? Bon, déjà, il est important d'indiquer que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est aligné sur la vision de l'Union africaine, qui avait décrété la décale pour le statut de la femme, pour la promotion de la femme, qui va de la période 2010 à 2020. Et au Gabon, le chef de l'État, prenant à bras le corps la problématique de la promotion de la femme, décrète la décennie qui va de la période 2015 à 2025. Donc lorsque cette initiative présidentielle a eu lieu, il y a eu un état des lieux. Voilà. Excusez-moi pour la répétition. Donc, il y a eu cet état des lieux, pédagogique. Voilà, de cet état des lieux pour voir quelle était la situation politique, économique, sociale de la femme. Donc, il y a eu une caravane qui a été faite. Et à la suite, nous avons eu le plan décennal de la décennie de la femme et un plan triennal. Donc cela a permis de voir les conditions dans lesquelles les femmes vivaient. Cela a permis de voir quel était le rôle politique de la femme gabonaise. Cela a également permis de voir quel était le rôle simplement économique et familial, et même la santé de la femme. D'accord, mais où en sommes-nous? Donc, quel est ce rôle? Où en sommes-nous? Économique, donc, social. Il a donc fallu déjà revoir le cadre légal, le cadre juridique, dont le cadre même constitutionnel. Donc notre constitution aujourd'hui consacre la parité parfaite entre l'homme et la femme. Donc ça déjà c'est une avancée significative. Il y a eu la loi sur le quota qui consacre 30% de femmes à des postes de décision. Et même là aussi, je pense que le législateur va le voir parce que nous sommes entre la parité et les 30%. Et donc il va falloir faire évoluer cette loi-là pour que nous arrivions à 50%, à 70%, voilà, pour que la loi soit conforme à notre loi fondamentale. Nous avons une meilleure participation des femmes à des postes de décision. Bon, même quand nous remarquons quand même que sur ce plan, il y a des légers reculs, mais ce qui est important, c'est la volonté politique. Voilà, et cette volonté est liée. Nous avons au niveau donc de la santé de la femme, la prise en charge de la femme enceinte qui est comment on appelle, encadrée depuis le début de sa grossesse jusqu'à la fin. Donc, il y a la gratuité du soin, disons, de la grossesse de la future maman. Là aussi, c'était pour lutter, contre la mortalité infantile que nous avons pu remarquer dans les statistiques et également de lutter contre la mortalité de la jeune fille ou bien de la jeune maman qui souvent n'était pas suivie par faute de moyens. Donc aujourd'hui, l'État prend en charge justement du début de la grossesse jusqu'à la fin le suivi médical de cette maman enceinte et ça règle aussi le problème de la vision du chef de l'État qui est l'égalité des chances, donc de permettre à chaque femme gabonaise qui est enceinte d'être suivie convenablement. Et nous avons pu voir au cours donc, de cette décennie, parce qu'il y a eu un plan, comment dirais-je, un bilan mi-parcours qu'on vient de nous remettre, parce que moi je l'avais justement demandé pour savoir depuis le 2015 jusqu'à maintenant, quelles ont été les avancées, quels ont été les facteurs bloquants pour cette décennie-là. Donc, les facteurs bloquants que nous avons pu observer, d'abord, il faut renforcer les moyens que l'État doit mettre en place pour la coordination, parce que lors de la mise en place de cette décennie, l'une des faiblesses qui a été remarquée, c'est vraiment la coordination de tous les acteurs. Est-ce que l'argent qui devaient... Non, c'est-à-dire ce n'est pas un problème de moyens pour donner, c'est-à-dire il faut coordonner, voilà, il faut aller à l'intérieur du pays, voilà, donc ça demande quand même un minimum de logistique, voilà, de moyens. Et voilà, donc c'est parce que je l'ai déjà indiqué, vous savez, on a peut-être pensé
que la mise en place d'un ministère en charge de la décennie, on devait avoir un projet, disons, à part entière. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que dans chaque département ministériel, il faudrait que la question genre, la question de la femme soit prise en compte. D'accord. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on met en place un projet, je prends l'exemple par exemple du ministère de l'Agriculture, lorsqu'un projet est mis en place, quelle est la part qui est réservée à la femme? D'accord. Voilà. Okay. Et au niveau donc de l'éducation nationale, vraiment dans chaque secteur, et là aussi, les acteurs qui vont œuvrer, voilà, qui vont œuvrer pour cette prise en compte-là doivent être formés hein, dans disons, la méthodologie, dans la dimension genre, pour que même les budgets qui sont mis en place, que la dimension genre soit prise en compte. Et ensuite, après, il faut coordonner ça. Il faut un observatoire pour s'assurer que chaque ministre qui prend une... respecte cette dimension-là. D'accord, mais ce qui est bien, c'est que là, vous parlez d'un bilan à mi-parcours. Il reste 7 ans encore à cette décennie dans la casserole. Qu'est-ce qu'on y met pour que tout se passe bien? Oui, là aussi, nous avons constaté qu'il faut renforcer les capacités des jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent justement pour renforcer, pour améliorer les conditions de vie des femmes, pour améliorer leurs droits. Et on a constaté, malheureusement, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas les formations qualifiantes. D'accord. Donc là aussi, il va falloir... Le ministère va commencer à former les filles? Voilà, il faudra les former. Bon, il faudrait par exemple au niveau donc, du ministre en charge de la formation professionnelle, justement que la dimension genre aussi soit prise en compte pour qu'il y ait plus de jeunes filles qui soient prises pour être bien formées. Et là, on attend que le ministère lance ses formations, surtout pour ces jeunes filles qui ont quitté le système scolaire normal. Non, ce n'est pas le ministère qui lance ses formations, ce sera l'éducation nationale. L'éducation, mais vous travaillerez de concert pour une synergie d'action pour permettre à la jeune fille. Vous, au niveau de l'Assemblée nationale, Madame Goma, comment vous faites pour accompagner justement cette décennie de la femme, au-delà des lois, des propositions de loi que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien pour que cette décennie soit effective au Gabon? Ce que nous faisons déjà au quotidien, c'est de nous assurer que les lois qui sont prises ont des textes d'application. D'accord. Nous avons parlé de la mère des lois, de la Constitution, qui consacre l'égalité homme-femme, ou la parité plutôt. Mais pour que cette parité soit effective, il faut que des textes d'application soient pris. Donc la balle est dans le camp du... Nous avons des lois en ce qui concerne le quota, puisque le président de la République, les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République avait donc interpellé les parlementaires sur cette préoccupation de prise en compte des femmes. Et cela a été fait. Mais nous attendons les textes d'application. Nous sortons des élections législatives et nous avons constaté que tous les partis politiques n'ont même pas présenté 30% des femmes aux élections. Et aujourd'hui, nous avons bouclé, l'Assemblée est mise en place, fonctionne normalement, et nous remarquons une régression. Au niveau du bureau, l'honorable Magongam, vous l'avez dit tout à l'heure, sur 15, il n'y a que 3 femmes. Au niveau des commissions générales permanentes, sur 8, il n'y a que 2 femmes. Donc, c'est vrai, il y a une prise de conscience, mais il y a quand même une régression dans la représentativité au niveau des postes décisionnels. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est de secouer, de bousculer pour qu'il y ait réellement une application sur le terrain. Et en même temps, nous sommes aussi des relais pour expliquer aux populations ce qui se fait concrètement, ce qu'il y a de bon et pourquoi il faut faire poser tel acte. Mais nous disons qu'il est bon quand quelque chose a été déjà mis en pratique, que l'on puisse poursuivre. Parce que pour ce qui est de la formation, pour ce qui est de la considération des jeunes filles mères économiquement faibles, pour ce qui est de leur prise en compte en tant qu'acteurs clés pour leur donner le minimum nécessaire pour s'épanouir. Parce que voulez-vous faire d'une femme qui économiquement n'est pas autonome? Que voulez-vous faire d'une femme qui ne maîtrise pas ses droits? Il faut déjà la rendre autonome. Il faut déjà la rendre autonome. Il faut donc les activités génératrices de revenus. Que cette activité puisse effectivement se faire et toucher les femmes dans les coins et recoins du Gabon. Alors vous parlez tellement bien que ça me fait du mal de vous dire... Il y a tellement à dire au sujet de la femme. Sur la femme. Mais on n'aurait pas assez de temps pour en parler. Essayez de ne pas attendre un 17 avril pour que l'on se retrouve, mesdames. Je vais vous demander votre mot de la fin, Madame le ministre, pour nous permettre de retenir 2 choses.
On dit lutte contre la violence faite aux femmes. On a un plaidoyer de la Première Dame. Concrètement, au ministère de la décennie de la femme, à court, moyen et long terme, en quelques lignes. Merci. D'abord, je voudrais revenir un peu sur le documentaire qui est passé, sur la visite des femmes qui sont incarcérées. Il est aujourd'hui important que tous les acteurs, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la prison, déjà connaissent nos lois ou les lois internationales les lois auxquelles le Gabon est signataire, donc les droits de l'homme. Parce que bon, on a entendu que la détention provisoire souvent prend un temps assez long, et ça aussi, en fait, il y a un gap entre l'application de la loi et les conventions auxquelles nous sommes signataires. Donc il faut déjà le respect donc, de la dignité humaine. Ça aussi c'est un élément important justement pour éviter ces violences faites aux femmes qui doivent, disons, ces notions doivent être enseignées dès le plus bas âge pour que le jeune garçon sache que la femme, la jeune fille est égale, c'est-à-dire au jeune homme. Voilà. Donc il faut vraiment cette formation depuis le bas âge. Il faut aussi que tous les acteurs, que ce soit les magistrats et autres, connaissent véritablement toutes les dispositions internationales pour respecter les droits de l'homme. Et pour ce qui est de rendre la femme beaucoup plus autonome, il va falloir ensemble réfléchir avec les femmes. C'est bien qu'elles aient des activités génératrices de revenus, mais à côté, il faut aussi une formation. Parce que bon, ce n'est pas tout de leur donner un peu d'argent pour aller vendre au marché. Il faut apprendre à dépenser, apprendre à faire un plan voilà, de commerce voilà, pour faire grandir leur commerce. Parce que ça aussi, nous le constatons dans ces femmes qui œuvrent dans ces domaines. Donc vraiment, nous allons nous battre, nous allons mettre en place des dispositifs pour encadrer ces jeunes femmes, ces mamans qui vendent sur les marchés. Merci Madame le ministre. A beaucoup à dire et on l'a compris en une phrase. Marielle Biogou, on va clore et remercier la personne qui nous a offert ce beau salon. Ben écoutez Laetitia, on retient qu'au Gabon, il y a plusieurs acquis pour la question de la femme, des acquis pour lesquels les femmes ont milité durant plusieurs années, des acquis que nous héritons des générations passées, mais il reste encore des choses à faire. Il faut penser à la femme de Fougamou, à la femme de Moulengi Binta, à la femme de Ngomo. Il faut penser à toutes les femmes au Gabon et à toutes les couches sociales, de la plus petite, donc dans les familles, apprendre qu'entre filles et garçons, il y a égalité, jusqu'à la plus grande. Voilà, on va dire merci donc à Madame Sandrine Faki, sans laquelle nous n'aurions pas pu. Oui, Madame le ministre, je vais vous donner juste une phrase. Sandrine Faki, c'est elle qui nous a permis d'avoir ce beau décor. Merci au nom de Gabon 24. Madame le ministre, une seule phrase. Oui, je veux simplement dire qu'en fait, nous devons faire en sorte que plus aucune femme ne se retrouve en prison. Oui. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un lieu social pour elle. Et pour ça, elle doit connaître ses droits. Elle doit être en conformité avec la norme sociétale. Nous voulons aussi dire que le Parlement a une autre mission que lui confère la Constitution, celle de l'évaluation des politiques publiques. Donc à partir de ce moment, bien évidemment, aux côtés des autres institutions, nous allons faire en sorte que les droits humains soient vraiment respectés. Et nous voulons aussi ajouter que la femme dans son essence, la femme dans sa profondeur, est un être cher qui mérite d'être accompagné, encadré, aidé pour les missions qui sont les siennes. En sa qualité de pilier de la famille, en sa qualité d'acteur de développement, il nous revient de tout mettre en œuvre pour que plus aucune femme ne reste en marge de l'évolution. Merci beaucoup. Madame Angéline Goma, je rappelle que vous êtes députée et que vous avez occupé les fonctions de ministre au Gabon. Merci beaucoup pour toute votre aide au cours de cette émission, surtout pour tous ces éclaircissements qui ont permis à la femme de mieux se positionner. Un mot de la fin, Madame le ministre. Voilà, juste dire que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat d'un seul jour. Le combat de la femme, c'est tous les jours. Donc c'est 365 jours sur 365 jours. Et donc je voudrais donc indiquer que c'est tous les jours que nous devons mener ce combat pour la promotion de la femme, pour toutes les luttes contre les violences faites aux femmes, pour toutes les discriminations faites contre les femmes, pardon. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours. Et donc j'invite les femmes à connaître leurs droits,
à défendre également leurs droits et à se battre pour être plus autonomes. Voilà, merci beaucoup. On me fait, la directrice générale de Gabon 24 est de l'autre côté et puis elle me dit, Laetitia, c'est fini, il faut que tu t'arrêtes. Oui, je m'arrête, là. Je vous dis merci à vous qui nous avez suivis pendant ces 2 dernières heures. J'ai envie de rappeler aux femmes, parce que vous portez la vie, parce que vous êtes responsables de tout ce que vous êtes, vous, en tant qu'être humain déjà, mais aussi en tant que femme, de commencer par vous connaître et de connaître votre droit, parce que ce n'est que de cette façon que vous pourrez transmettre quelque chose aux générations futures. Où il y a une femme, un feu s'allume. Allumez le feu qui brûle en vous, qui permettra d'éclairer la ville. Ce sont ces mots-là que j'avais pour vous, mesdames. Bonne fête de la femme, bonne fête à la femme gabonaise qui nous a regardés pendant ces 2 heures. Merci à toute l'équipe technique, merci à toutes les équipes techniques, merci à vous qui nous avez regardés chez vous et excellente suite des programmes sur Gabon 24.